injection neurologique sévère. C'est ce que le journal propose dans la page 7. Je vous invite à lire l'article ce matin. Et puis le Messager de ce matin, qui en kiosque également, parle donc de Lyon, avec l'affrontement entre anti-BIA et bien entendu la police française. Des activistes de la brigade anti-Sardina ont pris d'assaut l'hôtel où séjourne d'ailleurs le couple présidentiel en France. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de la route soit essai Hawaï, la fin de l'imposture à Tidov, donc à découvrir dans le journal en page 5. Et on parle également des chauffourées à 100 millimans, la classe politique condamne, et tout cela dans le journal en page 4. Le journal parle également de la Tunisie-Cameroun, l'infirmerie des Lions pleine donc à craquer, en page 12 de ce numéro disponible en kiosque ce matin. Et donc voyez-vous, la presse qui est disponible en kiosque ce matin s'intéresse à l'actualité. Il y a bien entendu d'autres actions et d'autres sujets à découvrir dans le journal Le Messager de ce matin. Et voyez-vous donc le journal L'Aile du Sahel qui est en kiosque s'intéresse également à l'actualité et parle ce matin du tribunal. Amadou Vamoul qui demande donc la liberté provisoire, c'est ce que le journal dit en page 3 ce matin. Le journal parle également d'autres sujets aussi. À Maroua, pourquoi les travaux routiers sont non bloqués? C'est la question que se pose le journal en page 2. Le journal parle également de politique avec l'ECAM qui prépare donc les régionales, municipales et législatives en page 5. On s'intéresse à autre chose. VIH, tuberculose, paludisme. Le Cameroun contribue près de 3 milliards de francs CFA au Fonds mondial. Tout cela dans le journal et également d'autres informations que je vous invite à parcourir dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Et puis le quotidien de l'économie qui est en kiosque parle d'entreprise avec le MIMAP qui boude bien entendu la réception des machines à l'imprimerie nationale. Tout cela dans le journal disponible en kiosque ce jour. Le journal Le Quotidien Le Jour pour sa part s'intéresse aux émeutes donc de 100 millimans et qui s'est donc sali avec quelques points également à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin. Et puis on s'intéresse également à d'autres actualités contenues dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce jour. Mutation pour sa part parle de tête-à-tête avec Macron. Lyon d'or pour Biya, c'est ce que le journal propose en page 9. Et également une photo de Paul Biya et Macron qui se serrent la main et se disent bien plein de choses également. Le journal a pu capter donc cette image et avec des explications que je vous invite à découvrir dans le journal disponible en kiosque ce matin. Et tout comme le journal Le Soir hebdomadaire qui s'intéresse au grand dialogue national, l'intégralité du discours du Premier ministre et bien entendu les résolutions à découvrir dans le journal. Le journal parle également des détournements au ministère des Finances avec les vérités qui valent bien entendu qui volent en éclats entre le bout et bien entendu le fond. Ce sont là des informations à lire dans le journal. Le journal a d'autres informations également ce matin à lire dans le numéro disponible en kiosque, tout comme Cameroun Tribune. Cameroun Tribune parle de Paul Biya et Macron, tête à tête donc à Lyon, avec cette image qui présente bien sûr le président Biya et le président Macron, et d'autres informations à découvrir dans le journal Cameroun Tribune qui est disponible en kiosque. Voilà du moins ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce vendredi. C'est le dernier jour de la semaine et la dernière édition de la revue Les Grandes Unes. Georges Simé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous M. Nogo, bonjour à tous les téléspectateurs du plateau du vendredi, et je rends un hommage particulier à tous ces nombreux fanatiques qui nous rencontrent dans la rue et n'arrêtent pas de nous adresser leurs félicitations et leurs encouragements. Très bien, merci. Camille, bonjour. Flavien Vallonongo, bonjour, merci. Georges Sémé, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'ai une pensée pieuse ici pour notre confrère Guy Moussi, directeur de publication du journal Indice, qui va être inhumé ce jour dans son village, paix à son âme. C'est un directeur de publication bien connu de la place dans le rendez-vous médiatique donc qui est parti, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui sera donc enterré ce week-end. Alors, on va également s'intéresser aussi à la presse ce matin, la presse qui s'intéresse aussi à l'actualité, voyez-vous. Le journal qui parle donc, L'Oeil du Sahel, qui s'intéresse au tribunal avec le cas Vamoulke et qui demande donc la liberté provisoire ce matin. Le journal s'intéresse à cette actualité, il nous propose un peu ce qu'il veut et pourquoi est-ce qu'il a demandé cette liberté provisoire. Sans doute parce qu'il est malade. Ce n'est pas ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Aussi bien son avocat que M. Amadou Vamoulke lui-même demande la liberté provisoire pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est son état de santé. Un état de santé qui s'est énormément dégradé. Il a fait des examens très poussés ici à Yaoundé. Une partie des examens ont été envoyés à l'hôpital américain à Paris qui ont établi qu'il souffrait de pathologies neurologiques très graves qui peuvent amener à la paralysie de ces gens. Mais la deuxième raison, elle est tout simplement technique. On ne peut pas dire que depuis 4 ans que M. Vamoulke est emprisonné, a été arrêté,
incarcéré directement à la prison centrale de Konengi. L'ouverture de la procédure a pris 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, c'est-à-dire que le reste du temps, elle est allée de renvoi en renvoi. On est aujourd'hui à 31 renvois. 31 renvois, ça veut dire que ce dossier n'a pas été mis en état depuis 4 ans. C'est tout de même scandaleux. Et tout le monde se demande pourquoi. Alors, le dossier Wamulke n'est pas débattu. Pourquoi est-ce que l'accusation ne rentre pas dans le fond du débat pour que ce monsieur, on puisse établir en quoi ce monsieur aurait pu détourner autant de milliards en 11 ans de gestion de la CRTV. Vous savez très bien que beaucoup de gens reprochent à la justice camerounaise le fait d'arrêter d'abord les gens et ensuite de chercher les raisons pour lesquelles on les arrête. Et l'un des cas illustratifs, c'est celui de M. Wamulke. Je me souviens que un jour, il avait confié à un de ses amis qui me l'a répercuté, qu'au moment où on voulait l'arrêter, cet ami lui a dit qu'on est sur le point de t'arrêter. Wamulke lui a répondu de toute manière, vous voyez, ma tête, elle est chauve. Si on veut m'arrêter parce que pour chercher des pots sur ma tête, on n'en trouvera pas, vous voyez. Mais si on veut m'arrêter, c'est certainement pour m'humilier. Parce qu'il n'y a rien du tout. En 11 ans de gestion de la CRTV, j'ai subi chaque année 2, 3 parfois conseils d'administration avec 4 ou 5 contrôles de l'IGRA. Donc, si en 11 ans, autant de structures de contrôle n'ont pas pu établir que j'ai pu détourner 1 franc. Comment est-ce qu'on va l'homme arrêter aujourd'hui? Et les faits sont là aujourd'hui. Il est emprisonné depuis 4 ans et on n'arrive pas à ouvrir le procès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moins, pour les raisons humanitaires, on demande qu'il obtienne la liberté provisoire. Alors, Georges Semé, le journal en titrant ici, et à la suite notamment de ce que vient de dire Kaminele, y a-t-il de fumée sans feu? D'abord, permettez-moi de me rattraper sur un élément qui m'a échappé tout à l'heure, c'est ce dernier hommage que j'aimerais rendre également à notre confrère, le directeur de publication Guy Mossi, qui sera inhumé aujourd'hui. Pour répondre à votre question, je crois que le cas Wamulke devrait sérieusement interpeller d'abord sur le plan humanitaire. Lorsqu'on se souvient que à situation sanitaire égale, il y a des précédents, je prendrais par exemple le cas de Simi Meigné et le tout récent, le cas Imutiel Fotso. Donc à situation humanitaire égale, on fait du 2 poids 2 mesures. Et l'audience qui devait se produire il y a quelques jours, qui n'a pas eu lieu du fait de la grève des avocats, a finalement eu lieu. Et à cette audience, M. Wamulke a présenté un carnet de santé où il y a des éléments qui prouvent en effet que son état de santé est sérieusement dégradé. Le doyen a parlé des problèmes des problèmes neurologiques qui nécessitent une analyse plus poussée que la technologie camerounaise n'a pas. Et je crois qu'il a fait des premiers examens à l'hôpital central de Yaoundé et répercuté à l'hôpital américain de Paris, à Neuilly, qui prouvent effectivement que son cas nécessite une évacuation. Mais maintenant, la décision d'évacuation, nous savons qu'elle est absolument discrétionnaire et relève de la discrétion du président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, je pense que on devrait aligner le cas Wamulke sur les autres précédents qui ont eu lieu et enlever toute autre polémique sur ce cas. Il risque une paralysie comme a indiqué son carnet de santé, une paralysie de ses membres inférieurs. Et je crois que personne ne serait content que M. Wamulke soit victime d'une paralysie alors qu'il est en prison, alors même qu'on aurait eu les moyens à temps réel pour le faire évacuer. Donc, évacuons un peu toutes ces supputations qui entourent le fait qu'il s'agirait peut-être d'une machination ou alors d'une raison à peine voilée pour lui de se dérober des faits de justice qui lui sont reprochés. D'autant plus que ces faits ne sont même pas déjà constitués, puisque, comme le doyen le disait, on est à une trentaine de renvois. Je pense qu'il y a 4 ans de détention. Voilà. Et je crois quand même que c'est un cas sérieux sur lequel on devrait se pencher, parce que non seulement il y a eu des précédents, le cas est similaire comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le risque est également grand qu'on ait sous la main un cadavre dans une prison. D'accord. Alors, donc on peut lire l'article dans le journal Le du Sahel ce matin. Le tribunal Amadou Wamulke demande la liberté provisoire. Et la nouvelle expression parle également de l'ex-directeur général qui veut donc la liberté provisoire également. Puis, pour situation sanitaire grave, il souffrirait d'une affection neurologique grave. C'est ce que le journal propose en page 7. Le journal, il y a également un sujet qui fait le tour de la presse ce matin. Il s'agit notamment de ce qui s'est déroulé à San Minima, dans la région du Sud, avec la pression de la rue qui monte, malgré notamment
également la présence, la nouvelle expression qui le dit, la présence du gouverneur et bien entendu le renfort des forces spéciales de la gendarmerie. Les tensions n'ont pas baissé dans la rue et le journal Le Messager qui parle des chauffourées à 100 000 mains, la classe politique condamne. La situation de Bolova est une situation absolument explosive. Moi, je pense que parler de pression de la rue serait un peu réducteur parce que ce que l'on enregistre à Bolova aujourd'hui, c'est tout simplement du brigandage. C'est tout simplement du grand banditisme avec des jeunes qui cassent des boutiques, qui prennent ce qu'ils veulent et maintenant qui laissent des opérateurs économiques dans le désarroi. On ne peut pas dire que pour une situation qui est partie, je ne dirais pas d'un fait divers, ce serait réducteur, mais d'un meurtre, du meurtre d'un taximan, et tout simplement parce que un nombre de personnes ont estimé que puisque l'auteur de cet acte arrêté par la police en possession des babouches et du téléphone de ce monsieur est un bamoun, il faut s'en prendre au bamoun. C'est très grave et c'est criminel. Bon, malheureusement, on réalise que des personnes qui ont pris l'initiative de s'en prendre, non seulement à la communauté bamoun, mais même aux opérateurs économiques, bientôt, on va commencer à aller dans les maisons. C'est un très mauvais précédent. On voit très bien que ce n'est pas la rue, mais c'est tout simplement un groupe de petits meneurs, un groupe de petits bandits, un groupe d'anarchistes qui ont décidé tout simplement de profiter de cette situation pour poser des actes absolument inacceptables. Or, ce qui se passe aujourd'hui, la situation a pris une telle proportion qu'il y a un effet de panurgisme avec tous les laissés pour compte, tous les désœuvrés qui sont à Bolova, ils se disent que, tiens, ça peut être une occasion pour moi aussi d'aller chercher ma part. J'ai vu à la télévision la boutique d'un jeune opérateur économique qui avait à peu près 150 téléphones dans son magasin qui ont tous été emportés. Est-ce que ce monsieur est responsable en quoi dans l'agression et la mort de ce conducteur de moto? Pour qu'on vienne, pour que les gens sortis de nulle part, des vengeurs dont on ne sait quelle cause, viennent dans son magasin prendre le fruit peut-être d'un prêt à la banque ou bien d'une opération financière pour le mettre complètement à la ruine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on voit les faits, mais on ne voit pas les conséquences. Et on ne se pose pas suffisamment de questions pour se demander qui est là à la tête de cette opération, qui est en train de vouloir se présenter comme une affaire de frustration de la population. La frustration de la population, pour un cas comme celui-là, mais il faut que les gens commencent à réfléchir sérieusement. À se demander qu'au Cameroun aujourd'hui, n'importe quelle étincelle peut provoquer des situations absolument difficilement maîtrisables. Je vais vous donner un autre exemple. Hier, la moitié d'Aqua a été paralysée à cause de la levée du corps d'un prétendu président de mototaxi. Des mototaxis, des gars, ils étaient habillés exactement comme des amazoniens, avec des parkas, avec le visage masqué, qui étaient en train de faire qui empêchaient les gens de circuler, tout simplement parce que entre l'hôpital La Kentini et le boulevard de la République, personne ne devait passer parce qu'il faut laisser passer le corbillard de ce conducteur de mototaxi. C'est inacceptable. On ne peut pas prendre en otage toute une ville, tout simplement parce qu'on veut exprimer et sa liberté et maintenant peut-être sa frustration. Ce qui se passe à Bolova est à Samélima, c'est sa tentation. Il ne faut pas s'arrêter à la lecture d'une rue qui ronderait à Samélima. Non. La plupart du temps, ce sont des loupards qui organisent ce genre de choses et maintenant les gens suivent. Et maintenant les opérateurs économiques trinquent et bientôt, ce sont les ménages qui vont trinquer. Très bien. Alors la pression de la rue monte, c'est la nouvelle expression qui titre ainsi concernant ce sujet à Samélima et le quotidien Le Jour parle d'émeutes. Samélima, c'est sali. Pour une fois, j'ai adoré le titre de nos confrères de Le Jour, Samélima, c'est sali, puisque Samélima a souvent été présenté comme une ville assez calme, assez propre et résiliente. Mais cette fois-ci, elle s'est salie du fait de ce qu'on vient de relever qui s'est passé entre des voyous qui ont pu essayer de casser certains commerces et de s'attaquer à d'autres personnes sur ce qu'on aurait tué l'un des leurs. Donc, le fait de Samélima est caricatural du malaise sous-jacent que vit la société camerounaise. Peut-être certains ne veulent pas le dire très haut, mais il faut le dire, je crois, parce que quand je lis les sorties de certains hommes politiques de Samélima, de cette région du Dia-et-Lobo, et le communiqué du préfet, il semble minimiser la chose en la ramener à un fait divers qui s'est passé entre un groupe de personnes et d'autres. Non, il y a un problème
communautaire et intertribal au Cameroun, et il faut le dire. Le fait de 100 minima, c'est que, je ne vais pas totalement revenir sur les faits, mais une certaine communauté a eu l'impression qu'une autre communauté a tué un des leurs et il fallait des représailles. C'est ce qu'il faut dire aux populations. Alors, les communiqués qui jaillissent de partout ne prennent pas la gravité de la situation. C'est vrai qu'il y a eu des réunions intercommunautaires qui ont été organisées. Il y a même une réunion ce matin. Voilà, sous l'égide du préfet. Et il y a eu également a pris une importante squad du GMI qui est parti de Yaoundé pour essayer de ramener la paix. Même du GPIC. Peut-être du GPIC également. Voilà, du GPIC également pour essayer de ramener le calme dans ce territoire. Mais il y a un problème fondamental que devrait régler notre fameuse commission du bilinguisme et du multiculturalisme, qui est celui de la coexistence entre plusieurs communautés. Et 100 millimans n'est que l'arbre qui cache la forêt. Vous avez tout à l'heure pris l'exemple de Douala, mais celui de Douala et de 100 millimans peut se vérifier dans plusieurs autres continents du Cameroun, où il y a véritablement un problème entre ce qu'on a appelé d'une façon triviale les autochtones et les allogènes. C'est une réalité que nous devons intégrer dans notre mode de vie, et les autorités régaliennes devraient prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que des faits divers comme cela, c'est un fait divers, doyen, même s'il y a eu meurtre, les faits divers comme cela ne devraient pas déboucher sur des affrontements intertribaux et interreligieux. En l'état actuel de la décomposition de notre société, à l'état actuel de la faiblesse de l'intégration nationale, je crois que nos dirigeants gagneraient à éviter ce type d'affrontement qui, franchement, n'en ont pas le Cameroun. Un tissu économique a été complètement paralysé et même détruit parce que on s'est attaqué à des commerçants qui apportaient de la richesse, même s'ils viennent d'ailleurs, ils ont quand même apporté de la richesse dans le Dja et Lobo, mais malheureusement certains qui se disent autochtones estiment qu'il faut les casser parce que c'est certainement un des leurs qui est responsable de ce qui est arrivé. Donc il faut un peu arrêter ce type de déferlement, et la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme a du grain à moudre et devrait sérieusement se pencher sur cette situation. Non, moi je pense, Jean, c'est que ce n'est pas forcément une question d'autochtone et d'allogène, parce que le député Mvondo Assam est descendu un peu avant même l'intervention du préfet pour parler aux gens, pour leur dire que ce n'est pas parce qu'un Bamoun a tué un boulot que ce sont les Bamouns qui ont tué les boulots. Et il a demandé aux gens de faire attention, de ne pas faire ce genre d'amalgame qui vont faire que les gens vont commencer à se regarder en chien de fer. Le bonhomme qui a tué le boulot, c'est un criminel qui porte seul. La responsabilité est individuelle et n'est pas collective. Il n'a rien, c'est-à-dire les autres ressortissants de nous n'ont rien à voir. Vous avez raison, mais ça c'est le discours officiel. Mais je dis le député Mvondo Assam Bounivan, qui est un élu du Dja et Lobo, qui est le député du Dja et Lobo, est descendu pour le dire aux populations. Et moi je pense que pour le dire, il n'a pas eu besoin de courage pour faire comprendre aux gens que ce qui est en train de se passer, c'est une question entre un criminel, un individu face à un autre individu. Donc faites attention, restez chez vous, n'essayez pas, parce qu'en tribalisant, quels sont les gens qui tribalisent? Ce sont les voyous qui tribalisent. C'est les loupards qui sont en train de dire qu'ils ont tué, ils sont venus s'installer, ils tuent les nôtres maintenant. Non, c'est un discours absolument biaisé et qui n'est pas bon du tout, qui porte largement en tête à la cohésion sociale. Le député Mvondo Assam l'a fait, et il a dit, il a fait comprendre aux gens que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un Bamoun, ce ne sont pas les Bamouns qui ont tué, mais c'est un Bamoun qui est un Camerounais, qui est un individu. Moi, je pense que c'est d'abord ce discours qu'il faudrait que les populations qui elles-mêmes n'adhèrent pas entièrement à cela, parce qu'elles-mêmes sont médusées par la violence de ceux qui sont à la tête de ce mouvement. Notamment qu'il est dans son rôle, c'est un homme politique, c'est un élu. Évidemment, c'est un homme politique qui va s'adresser à la population. C'est un discours politique, c'est un discours officiel. Et il a raison de tenir ce discours politique et officiel. Mais ça n'enlève en rien la réalité que vit la société du Cameroun en ce qui concerne les tensions entre les tribus. On l'a vu avant Samilima, on l'a vu ailleurs. Et je pense que on ne devrait pas prendre ça comme si c'était un fait isolé qui s'est passé et qu'il faut considérer ça comme tel. Non, il y a un problème fondamental au sein de la société camerounaise qui voudrait que on tient un discours d'apaisement dans les communautés. Fait comprendre aux Camerounais que lorsque, je prends le cas de Douala, on dit que les Sawa sont les autochtones ici, mais Douala abrite une multitude de couches qui viennent d'ailleurs. Et jamais un Sawa ne s'est élevé contre une couche qui vient d'ailleurs. Donc je crois que l'exemple de Douala devrait servir à d'autres localités afin d'intégrer ces gens qui nous apportent parfois de la richesse et de les intégrer au sein de notre communauté afin que lorsqu'il y a un cas comme celui de Samilima, qu'il n'y ait pas ce déchaînement d'une ethnie contre une autre ethnie.
Alors, le messager parle donc des chauffourées donc à Saint-Milima. La classe politique condamne. C'est en page 4 du journal ce matin. La nouvelle expression parle donc parle de Saint-Milima avec la pression de la rue qui monte. Et le quotidien du jour parle des meutes. Saint-Milima, c'est sali. C'est également un autre titre à découvrir ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir ces titres-là et les traitements réservés justement à ce sujet. On va découvrir également dans le journal, on parle de Lyon. Le messager qui parle de l'affrontement entre Anti-Bia et bien entendu la police française. Le sujet est contenu dans le journal ce matin. Mutation parle de tête-à-tête avec Macron. Lyon d'or pour Biya. Ça, c'est le titre de Mutation. Et bien entendu, Cameroun Tribune qui parle de ce tête-à-tête également. Paul Biya, Emmanuel Macron. J'ai beaucoup aimé, une fois de plus, le titre de Mutation, même s'il est quelque peu moqueur. Vous savez, le Lion d'or, c'est une distinction, c'est une médaille. Alors, quand on met Lion d'or pour Paul Biya, ça veut dire que Paul Biya est à Lyon, il a reçu un Lion d'or. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots qui est assez pétillant. Mais pour le reste, à la une du messager qui parle de affrontement entre Anti-Bia et la police française. Mais on a oublié aussi les pro-Bia qui étaient là, qui aussi ont fait le coup de poing, parce que quand on voit les vidéos, on voit qu'il y a aussi des civils qui sont là, qui font face à cette horde de Camerounais venus des quatre coins de l'Europe, parce que c'est pas seulement il y en a qui sont venus de France, il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent d'Allemagne, et seulement il faut aussi dire qu'ils étaient combien, est-ce qu'ils étaient 100, est-ce qu'ils étaient 200, mais Dieu est-il que des Camerounais qui peut-être ulcérés par leur vision de la gouvernance du Cameroun ou par ce qui se passe au Cameroun, peut-être même par la plupart du temps mal informés ou tout simplement conditionnés, ils décident de mener la vie dure au président de la République chaque fois qu'il se produira en Europe. Et maintenant, non seulement ça n'honore pas tellement le Cameroun, mais seulement il faut se dire que les personnes qui sont occupées, qui travaillent normalement, qui ont une occupation, qui ont une profession, ne peuvent pas laisser leur métier ou leurs occupations quotidiennes pour aller se donner un spectacle devant les hôtels ou bien sur les lieux où se trouve le président de la République. Et sur ce plan, je pense que ce n'est pas pour redorer l'image du Cameroun, mais c'est un spectacle assez déplorable de voir ces jeunes qui vivent en France pendant longtemps. Et il y a même quelqu'un qui a demandé un jour, dans les réseaux sociaux, au spectacle de quelqu'un qui était roulé par terre, d'une dame dont le soutien-gorge était déchiré. Il a demandé, mais c'est tout ce qu'ils sont partis faire en France. Donc, je pense que ce qui se passe est absolument regrettable. C'est peut-être la manifestation d'un certain état d'esprit, mais moi je pense que cette manifestation est assez excessive et certainement forcément dérisoire. Donc, ce qui se passe au Cameroun, en France aujourd'hui, on voit la police française, parce qu'on a vu que la police française était là et qu'elle n'a pas été tendre du tout vis-à-vis de ces manifestants qui venaient avec des intentions hostiles et avec des comportements hostiles. Donc, que faut-il penser de cela? Non, mais tout simplement regretter. Alors, tout simplement. J'allais dire, Georges Semé, que dites-vous, quel commentaire faites-vous donc de ces titres? Le messager, par exemple, qui parle d'affrontement entre Anti-Bia et bien entendu la police française. Mutation qui parle de tête-à-tête avec Macron. Lion d'or pour Bia. C'est autant de titres que l'on découvre dans la presse ce matin. Cameroun Tribune parle de tête-à-tête à Lyon. Pour Bia, Emmanuel Macron. Oui, d'abord sur le titre du messager, je crois que c'est un peu excessif de parler d'affrontement. C'est vrai qu'il y a eu un déploiement de la gendarmerie et des CRS français autour de l'hôtel du président de la République pour essayer d'éloigner du périmètre de l'hôtel ceux qui venaient manifester contre la présence du président. Il s'agissait effectivement d'une sécurisation de ce périmètre. Et face à l'entêtement de ces anti-Bia, il y a eu quelques arrestations et des interpellations. Donc je ne crois pas qu'il s'agisse d'affrontement, parce que dans le cas de l'affrontement, il y a des échauffourées plus graves que ceux qu'on a vus, que celles qu'on a vues à travers les réseaux sociaux. Maintenant, sur le titre d'imitation, Lion d'or. Oui, mais ce n'est pas encore la visite officielle à laquelle on s'attendait. C'est vrai que c'est en marge de la sixième conférence de la reconstitution des ressources du Fonds mondial que ce tête-à-tête a eu lieu. Mais ce n'est pas encore le Lion d'or dont on s'attendait, parce qu'il n'y a pas eu visite officielle. Il y a quand même eu tête-à-tête où certaines questions d'intérêt bilatéral ont été évoquées. C'est tout bénéf pour le Cameroun, mais on aurait quand même souhaité qu'il y ait une autre invitation plus, j'allais pas dire plus officielle, parce qu'il a été invité officiellement, mais une cérémonie où M. Bia allait être reçu
lui seul, invité d'abord tout seul et reçu tout seul. Ou vice-versa. Par M. Macron ou M. Macron qui arrive au Cameroun. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'était un match justement. Ce qui fait la différence, c'est que l'opportunité. Ils ont parlé de beaucoup de choses. C'était une rencontre opportuniste. C'était une rencontre opportuniste parce qu'on a profité d'un forum international pour se rencontrer alors que ça aurait pu être fait dans un autre cadre. Donc, pour moi, Lion d'or pour Paul Biya, c'est un tout petit peu grandiloquent. Même si des questions importantes bilatérales ont été évoquées, notamment le grand dialogue national, mais également l'avenir politique du Cameroun. Mais ça n'enlève pas l'intérêt de ce que... Parce que on pensait que le fait que M. Biya ait dit qu'il a rendu compte du grand dialogue national au président Macron, certains pensent que non, c'est un élève qui est parti rendre compte à son professeur. Non, M. Biya il est également intéressé par l'actualité interne de la France et il a également posé certaines questions à M. Macron sur pourquoi pas l'avenir des Gilets jaunes et ce qu'il comptait. Il comptait faire de certains dossiers importants de la politique nationale française. Donc je pense que nos confrères ont vu juste en abordant certaines questions, mais en ce qui concerne le titre de mutation, je pense que ce n'est pas encore au niveau où on peut parler d'un lion d'or au profit du président Paul Biya. Je suis absolument d'accord avec vous, Georges Sémé, effectivement, parler de Lion d'or, mais moi, c'est pour ça que moi j'ai relevé surtout le jeu de mots Lion d'or qui dit grande récompense, et maintenant, qui se passe à Lyon, et c'est pour cela que je dis, je suis d'accord avec vous pour le fait que M. Macron rencontrait M. Paul Biya à l'occasion d'un séminaire international. Bon, il y en a qui font la fine bouche en se disant que non, le Cameroun mérite plus que ça. Voilà. Le Cameroun devrait, M. Macron devrait inviter M. Biya. Dérouler un véritable tapis rouge. Ou alors, M. Macron devrait être invité au Cameroun et venir parce que M. Macron n'a pas encore mis les pieds au Cameroun et je ne sais pas s'il compte le faire un jour. Donc, il y en a qui attendent une sorte de proximité beaucoup plus dense, beaucoup plus formelle entre M. Biya et M. Macron que plutôt une rencontre circonstancielle dans un forum international où il est question de pandémie, de maladie, de sida et de tout le reste, alors que les deux chefs d'État peuvent parler de choses sérieuses, ou alors on ne peut pas se contenter des tweets de M. Macron pour dire que ce qui se passe au Cameroun là, vraiment il faut que. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette rencontre, bon, mais il y en a qui se contentent de bien peu et se disent que c'est déjà ça. Mais beaucoup de Camerounais estiment que ce n'est pas encore ça, qu'il faudrait peut-être un peu plus. Mais toujours est-il que, bon, M. Macron a fini par rencontrer M. Biya, ils ont fini par discuter, certes pendant combien, 45 minutes, nous dit-on. Oui. C'était attendu tout de même, on a vu depuis que Macron est aux affaires, donc on a vu, c'était une rencontre aussi sérieuse. Beaucoup de choses se sont dites d'ailleurs au cours de cette rencontre. Beaucoup de choses se sont dites. Mais on espère aussi que, on a parlé aussi des Gilets jaunes, parce que si on a parlé de ce qui se passe au Cameroun, je pense qu'il aurait été de bon ton qu'on parle de Gilets jaunes. Voilà. Donc, alors, à lire également dans la presse ce matin, à côté de ce que le messager propose, parlant d'un affrontement à Lyon entre anti-Biya et bien entendu la police française, le journal Mutation qui est revenu avec ce tête-à-tête avec Macron, Lion d'or pour Paul Biya. Il y a aussi que l'œil du Sahel parle de VIH, tuberculose, paludisme avec le Cameroun qui contribue près de 3 milliards de francs CFA au Fonds mondial. Et la raison pour laquelle le chef de l'État s'est retrouvé à Lyon, bien entendu. Oui, c'était la 6e conférence de reconstitution des ressources du Global Fund, le Fonds mondial qui a la charge de lutter contre le paludisme, la tuberculose et le sida depuis déjà quelques années. Et vous savez que ça rassemble au moins 40 pays qui apportent de leur argent pour financer ces 3 maladies. Le Cameroun y est allé avec 3 milliards de francs CFA promises par le président de la République. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je crois que le Cameroun est aujourd'hui au moins à une dizaine de contrats avec le Fonds mondial qui lui a alloué certains fonds. Mais le tout n'est pas de signer ces contrats. C'est de recevoir l'argent et d'apporter les fonds de contrepartie. Ce qui est extrêmement parfois difficile pour le Cameroun lorsqu'il reçoit un financement du Fonds mondial, n'arrive pas facilement à trouver les fonds de contrepartie qui s'élèvent à 20%. Et Dieu seul sait combien ces 3 maladies font des dégâts au sein de la communauté des populations camerounaises. Donc je crois qu'avec ces 3 milliards qui ont été alloués pour le compte du Fonds mondial, c'est un bel engagement du Cameroun. Mais il faut continuer à paraffer des contrats afin que le Cameroun bénéficie davantage de ces fonds qui vont aider, aider à lutter contre ces 3 maladies, parce que seul
nos finances publiques ne peuvent plus. Il faut des financements additionnels qui viendraient des partenaires internationaux pour essayer de ramener à une certaine proportion ces trois maladies qui, comme je disais, font d'énormes ravages au sein de la société camerounaise. D'accord. Alors, c'est un sujet qu'on découvre en page 3 du journal du Sahel ce matin. Camille Nélé, un mot sur l'alimentation, parlant de cette panique dans les supermarchés avec une fausse alerte indiquant la commercialisation du lait soja périmé, fabriqué à Douala, qui a fait donc trembler des familles. Une mauvaise manière critiquée donc par les experts. Moi, je pense que la presse aurait dû s'intéresser beaucoup plus et énormément à cette affaire qui tout est parti d'une alerte lancée par une association de consommateurs qui a décrété, qui a affirmé qu'il y a une marque de yaourt qui en vend dans les supermarchés, parmi laquelle on trouve des yaourts périmés ou des yaourts qui sont de mauvaise qualité. Impropres à la consommation. Voilà. Impropres à la consommation. La conséquence a été que, bien entendu, les gens ont effectivement perdu la tête et il a fallu une réaction musclée de cette société qui produit ce yaourt pour démontrer que non seulement cette association ne s'est pas approchée d'elle, elle a tout simplement lancé sa bombe, et une bombe qui certainement a eu une répercussion sur son chiffre d'affaires. Moi, je pense que les Camerounais aujourd'hui, quand ils mettent sur pied des associations comme celle-là, qui d'ailleurs existent pour le bien-être des Camerounais, ces associations devraient se doter de structures ou d'instruments de contrôle pertinents qui puissent leur donner raison et surtout leur permettre, qui puissent leur permettre de jouer leur rôle de chien de garde pour la consommation, parce que vous savez très bien qu'au Cameroun ici, les gens consomment n'importe quoi, parce que ce qui se vend dans les marchés en termes de folérés, de yaourt ou d'eau dans des sachets, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que les gens ne savent même pas les risques permanents qu'ils courent tous les jours. Alors, quand des associations comme celle-là se mettent en place, il faudrait que ces associations se dotent de matériel scientifique, technique, qui puisse leur permettre d'affirmer, preuve à l'appui, et de prouver si le besoin se fait sentir, de déterminer que ce produit est impropre à la consommation. Or, ce qui est arrivé, cette fois-ci, c'est une affaire très très grave, créant la panique, qui a mis, et surtout quand on sait que les produits laitiers sont extrêmement, vous qui animez les émissions de santé, les produits laitiers sont extrêmement dangereux quand ils sont de mauvaise qualité ou quand ils sont périmés. Donc c'est une histoire, c'était une affaire très grave qui aurait dû beaucoup plus être exploitée par la presse. D'accord. Alors la presse, je voudrais dire que les lecteurs vont d'ailleurs lire ce que le journal propose de ce matin, la Nouvelle Expression par exemple. Et également, on va dire un mot sur l'Œil du Sahel qui parle de Marois. Pourquoi les travaux routiers sont bloqués? On voit bien que tout a bien commencé, mais finalement, est abandonné par la suite. Et plusieurs chantiers routiers sont effectivement, un peu comme dans la région anglophone, qui subit la crise que nous connaissons. Plusieurs chantiers sont également en arrêt du côté de l'extrême nord, qui subit également une autre crise insécuritaire. Et je crois qu'il y avait toute une commission qui était chargée, dans le cadre de ces arrêts de travaux, de se pencher sur les travaux qui sont arrêtés depuis qu'il y a cette crise d'insécurité. Et n'oublions pas que un récent décret du Premier ministre, je crois, a placé 3 régions du Cameroun, a déclaré ces 3 régions zones économiquement sinistrées. Économiquement sinistrées, ça veut dire qu'elles auront certainement des dotations importantes qui permettront leur relance économique. Et qui dit relance économique, dit également repriser les chantiers. Donc c'est une question importante parce que l'extrême nord fait partie de ces régions qui sont mal loties en infrastructure. Et on nous parle aujourd'hui de routes économiques, de routes à moindre coût. Cette région devrait bénéficier également des routes économiques, mais à un certain coût. Et je pense que si nos confrères de l'Œil du Sahel décrivent aujourd'hui ce manque d'infrastructures routières, c'est tout à fait légitime et il faudrait que, avec la nouvelle impulsion qu'a donnée le Grand Dialogue national, mais également avec la nouvelle dynamique du gouvernement du 4 janvier 2019, qu'on se penche sérieusement sur le mal-vivre de ces zones reculées, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas les écoles qu'il faut et qui n'ont pas de route. Et pourtant, ils font partie intégrante du Cameroun. Donc je crois que c'est un problème sérieux qui est aujourd'hui soulevé, ainsi que pour Marois, mais également pour d'autres régions de notre pays. Très bien, puisqu'il s'agit de Marois, il y a bien entendu ce cas qui est évoqué, la question des routes qui sont bloquées, des routes bloquées. Donc on voit également avec ce qui était au dialogue national, parmi lesquels
le gouverneur de la région de l'Extrême Nord, Midia Bakari, qui va davantage implémenter le processus sur le terrain pour que les choses essaient d'avancer au plus vite. Mais vous savez que le gouverneur Midia Bakari est au front du développement, au front des problèmes sociaux, au front des problèmes économiques au jour le jour. Il a même une journée d'hygiène et salubrité aussi. Bien entendu, mais c'est pour ça que je dis tout simplement que les travaux d'infrastructure, regardez, quand on parle de l'axe Marois-Poussiry, qui n'est que 267 km, mais pour lesquels un véhicule fait 11h, 12h. C'est-à-dire que quelqu'un a le temps de prendre Douala, Paris, Douala, il a quitté Marois, il n'est pas encore arrivé à Poussiry. Or, ces chantiers-là, l'arrêt de ces chantiers ne date pas d'aujourd'hui. Ce chantier, par exemple, de cette route a commencé en 2010. Ça fait 9 ans qu'il a été bloqué. Mais vous savez très bien qu'à partir de 2012, avec le phénomène Boko Haram et du grand banditisme, ce chantier a été complètement abandonné. Vous vous souvenez même que des Chinois qui faisaient la route, je crois, Ouazzadabanga, ont été kidnappés. Et ça a bloqué complètement le projet. Donc il n'y a pas que, avant même le problème de la crise anglophone, le problème des infrastructures routières dans l'extrême nord était une énorme préoccupation. Et aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé, ceux qui sont en charge de cette responsabilité devraient absolument faire vite pour accélérer les choses, pour que les choses avancent un peu mieux. D'accord, merci. Que l'extrême nord est une localité qui débouche vers certains pays. Tchad, Centrafrique, Nigeria. Merci, je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. Merci. Et n'oubliez pas l'opération vendredi soir, puisque nous sommes vendredi. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il va être 9h20. Inch'Allah. Allez, bon week-end à tous et surtout sans excès. Venez vivre la rencontre sportive qui va avoir lieu demain et avec les Warriors d'Equinox Télévision contre une équipe comme ça qui veut affronter les meilleurs joueurs. Et vous avez vu tout à l'heure Sylvestre Zangaou et moi, nous étions sur ce plateau pour annoncer la grande rencontre. Mais on dit aussi qu'il y a une rencontre de filles aussi. Oui. Donc les Warriors hommes et les Amazones. Bien entendu. Ok, avec Madame Akouji qui sera au goal. La gardienne de but, donc vous voyez, donc ce sera des rencontres aussi intéressantes. Venez au stade vivre les touches, les pigeons de Flavien Dongo. C'est quel stade déjà, il faut dire aux téléspectateurs. Voilà. Allez, merci, bon week-end à tous et à lundi.